Troisième et dernière partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Mali. Professeur David Assiba Johnson, vous vouliez répondre à monsieur Calais. Oui. D'abord, je ne suis pas dans le gouvernement et j'aurai la courtoisie de ne pas dire que vous racontez n'importe quoi, comme vous venez de le dire. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Permettez-moi de il a pouvoir interprété ça comme ça. Oui, c'est votre interprétation. Si vous êtes vexé, je m'en excuse. Il faut une certaine forme d'élégance. On peut avoir des avis tout à fait divergents. On est d'accord. Hein, d'accord. Je crois que c'est la moindre des choses. Je m'en excuse. Alors, l'idée que j'avais avancée, c'était même pas une idée, elle ne venait pas de moi, mais on dit essentiellement, c'est des bruits qui avaient couru, selon lequel, en fait, quand Bandao est revenu, après sa visite au niveau de la France avec Macron, il avait été décidé que, en fait, il avait exposé le plan d'approvisionnement du matériel militaire au niveau de la Russie. Ça avait été avancé, c'est des bruits qui avaient été, etc. Et donc, on s'est dit, mais est-ce que c'était une affaire d'État en quoi le gouvernement français pouvait être au courant du fait qu'on voulait avoir des nouveaux partenaires? Effectivement, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ça jouait, ça aussi, cette information. C'est ce que je voulais dire comme information. Mais je crois que, revenons essentiellement sur le problème qui concerne le Mali. C'est une expérience nouvelle dans laquelle s'inscrit le Mali et les États de l'Alliance des États du Sahel, c'est essentiellement le problème de la reconquête de la dignité du nègre. Ça, il ne faut pas le cacher. Ce n'est pas à d'autres de nous dire ce que nous devons faire, et toutes les expressions qui ont été utilisées, c'est-à-dire on décide pour nous. On décide pour nous. Eh bien, les militaires ont décidé à un certain moment qu'ils sont à même de pouvoir décider. Et ça, c'est la moindre des choses. Je ne pourrais que soutenir cela. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, de faire appel à qui que ce soit. Regardez même ce qui s'est passé. Je vous donne un petit exemple. Le cas, effectivement, du Bénin. Le Bénin décide d'acheter du matériel. On dit, on ne peut pas lui vendre du matériel parce que vous n'avez pas une direction générale à l'armement. Qui s'occupe de cette question? Non, c'est la vérité. Donc, soyons sérieux. Moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire du Mali, c'est d'abord un problème beaucoup plus sérieux qu'on a tendance à oublier. Et je vous tiens à vous rappeler la chose suivante. Lorsque le général Lecointre dit que nous allons revenir pour reconquérir, pour recoloniser, il le dit de façon assez claire. Donc nous sommes menacés. C'est le problème de la survie du continent africain. C'est une question existentielle. C'est une question existentielle. Et cette question existentielle, ce n'est pas des politiques, et ça va au-delà de politique. C'est un problème de stratégie. Et en fait, en réalité, si vous voulez jouer le jeu correctement, ces partis politiques, qui fassent leur contribution par rapport à la situation à laquelle nous sommes confrontés, n'est-ce pas? Alors là, on pense que le pouvoir doit être aux civils. Et si les civils ne sont pas au pouvoir, il n'y a pas d'efficacité, il n'y a pas d'efficience. Mais nous sommes en situation de guerre. En situation de guerre, il y a des décisions à prendre qui sont les problèmes de la survie. Au risque de me répéter, je vais quand même redire ce que j'ai déjà dit. Oui. Voyez-vous, quand on observe de près l'histoire politique du Mali, on s'aperçoit que ce sont ces mêmes militaires qui ont fait plus de mal à l'intégrité et à la souveraineté du Mali. Moi, je propose qu'on comprenne bien ce que dit le professeur. Le professeur inscrit le jeu politique malien aujourd'hui dans une perspective plus globale de lutte contre les ennemis extérieurs. Mais justement, contre l'impérialisme. Justement. Et donc, il pense que s'approprier les leviers de sa souveraineté, de son intégrité et de sa dignité passe par certains sacrifices. Attendez, s'il vous plaît. Le problème, je comprends très bien ce que le professeur dit et je suis partiellement d'accord avec lui. Mais le point de divergence consiste à dire que l'appropriation de sa souveraineté, la préservation de l'intégrité du territoire ne passe pas nécessairement par des militaires. On est d'accord. Des hommes politiques peuvent le faire. Ce qui nourrit cette forme de tension quelque part, il faut aussi comprendre de façon objective, c'est le manque de solutions alternatives. C'est-à-dire que quand vous êtes habitué à quelque chose, quand vous êtes dans une maison, le père de famille, la famille est habituée à une vie donnée.
Quand vous venez dire, à partir d'aujourd'hui, ça ne sera plus comme ça, mais il faut une proposition alternative. Ce que vous ne proposez rien. Parce que là, quand deux chefs de parti vont se passer, même des coups de fil, la moindre petite réunion, le moindre petit regroupement tombe sous le coup de la loi, vous êtes appréhendé. Tout à fait. Vous êtes appréhendé parce que vous n'êtes plus censé exister. Donc c'est ce manque de solutions alternatives qui fait que tout le monde est désemparé. Non, j'entends bien, mais il faut revenir au fond. Le fond est que on est censé aujourd'hui faire le bilan de cette gestion démocratique. Ce n'est loin d'être un problème civilo-militaire, militaire ou civilo-militaire. C'est une question de perspective et d'engagement, d'objectivité du Mali. Le Mali a fait un choix dans une période de transition, de se lier avec le Niger, le Burkina Faso pour l'AES. Et cette vision nécessite une harmonisation. Elle est le cas au Niger, au Burkina et ailleurs. On ne peut pas juger également de l'efficacité de la réussite d'un engagement, d'un volontariat, tant qu'on n'est pas à l'épreuve. On en a connu des transitions courtes de 11-12 mois, telles que le dit la Constitution. Le coup d'État est un crime imprescriptible, ça n'a pas empêché de faire 3 coups d'État sur l'ère démocratique. Mais justement, moi je pense... Et ça, on en revient. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas temps au Mali et aux Maliens de se parler en toute franchise, de se mettre autour d'une table, de faire cette refondation, de refonder notre pays, non pas sous l'honneur d'un seul homme, d'une seule vision, de se dire, il est temps de se parler civil, militaire, tout corps confondu, qu'on s'asseye, qu'on se dise, on est dans une situation, dans cette impasse, dans la guerre, la lutte contre le terrorisme depuis 2012. La communauté internationale est venue, nos cheveux, n'a pas résolu le problème. Nous sommes entre nous laissés. Aujourd'hui, nous sommes engagés sur cette voie. Qu'est-ce qu'il va falloir faire ensemble en tant que Maliens d'abord pour sauver la case du Mali, ensuite prétendre élargir aux autres pays et avancer. C'est toute la problématique. Je sais il y a un point important qu'il faut qu'on prenne en compte pour que le débat soit complet, que l'analyse soit complète. Dans bien de pays, les civils ont échoué. Ils ont même fait pire, ils font même pire que les militaires. On dit le nombre de mandats, c'est 2, est limité à 2. Il fait 2, il modifie la Constitution, il fait 3. Il cherche à faire un 4e. Certains trouvent même des subterfuges pour changer la nature même du régime, pour créer une nouvelle forme de régime, pour remettre le compteur à 0. Au fond, finalement, l'idéal démocratique n'est plus l'apanage des civils non plus. N'est pas l'apanage des civils non plus. Oui, tout à fait. Il faut le dire aussi. Ça. Tout à fait, il faut le dire. Mais moi, je pars du principe qu'une violation de la loi constitutionnelle en Côte d'Ivoire, je sais que vous faites référence à la Côte d'Ivoire. Ah non, moi je n'ai pas. D'accord, donc du coup, une violation de la loi constitutionnelle ailleurs n'en justifie pas au Mali. Ce n'est pas parce que ça s'est mal passé en Côte d'Ivoire qu'il faut nécessairement que ça se passe au Mali. Non, pourquoi vous posez le paradigme civil, militaire Justement, j'en reviens. Ouais. Ce n'est pas parce que dans d'autres pays, on a violé la loi, la Constitution, on a tenté de se maintenir au pouvoir qu'il faut nécessairement violer la Constitution au Mali et conférer les pouvoirs à des gens qui n'en ont absolument totalement d'accord. Pas la légitimité. On est totalement d'accord. Paradigme militaire-civil, enfin la comparaison militaire-civil, moi je pars du principe que de toute façon, les gestions démocratiques, la gestion du Mali par les civils ont été plus bénéfiques pour le Mali que la gestion des militaires. Je m'explique. Moi, je ne sais pas. C'est à vous. Je m'explique. Oui. Je m'explique. En tout cas, pour essayer de démonter leur argumentaire, ils pensent que les militaires... Non, pas d'argumentaire. Moi, je fais le bilan. Non, je parle de... ils disent... Non, je suis totalement d'accord avec vous. Ils disent que la gestion des militaires permet de préserver l'unité territoriale du Mali. Mais quand on observe de près l'accord de Tamarasek, vous l'avez entendu parler, qui prévoit la démilitarisation des grandes régions du Nord. Et cet accord a été signé sous le règne des militaires, Moussa Traoré. Et quand on veut préserver la souveraineté, l'unité territoriale, est-ce qu'on accepte de démilitariser ces grandes régions du Nord? Non. Donc c'était un coup de pied à l'unité territoriale du Mali et à la souveraineté du Mali. Mais aussi, j'avance. Il y a un dernier argument. Il y a un dernier argument. Amadou Aya Sanogo, quand il est arrivé au pouvoir, quand il a fait son coup d'État en 2012, en 3 jours, nous avons perdu 3 grandes régions
du Mali. Vous l'avez dit. Est-ce que cela profite? Est-ce que cela favorise le Mali? Le Mali. Non, on porte atteinte à la souveraineté et à l'unité territoriale. Ce sont ces militaires qui ont porté atteinte à la souveraineté et à l'unité territoriale du Mali. Et ce 21 mai, pour avancer, il nous reste malheureusement 2 minutes. Ce 21 mai, des chefs de partis politiques ont saisi la justice pour contester et protester contre ce décret présidentiel qui dissout le parti. Ça a des chances de prospérer? Ça a des chances de prospérer. Après, il y a quand même une question de crédibilité de la justice malienne. Oui. Voyez, parce que je l'ai dit à l'entame de mon propos, l'existence des partis politiques, le multipartisme au Mali a une source constitutionnelle. Par conséquent, un décret présidentiel ne devrait pas pouvoir dissoudre les partis politiques. Mais la vraie question qui se pose, c'est que aujourd'hui, moi je crains que certains magistrats soient à la solde des militaires. Je le dis parce que j'ai des raisons. Vous savez, à la Cour suprême, la réciproque est vraie aussi. À la Cour suprême, il y a 3 membres qui devraient partir à la retraite, je crois en 2022, qui avaient atteint l'âge de la retraite. Mais on a adopté une loi spéciale, qui n'est pas impersonnel d'ailleurs, pour proroger les départs à la retraite de ces gens. Et si je pense que ce sont ces mêmes gens qui vont se prononcer sur la requête des partis politiques... La Cour constitutionnelle cette fois-ci. Non, oui, attendez, je vais venir, parce que... Enfin, elle peut bien se déclarer incompétente, c'est possible. Tout à fait. En fait, c'est possible, hein? Ouais. Tout à fait. Mais le vrai problème, c'est que moi, je pars du principe que ceux qui sont là actuellement se sentent redevables vis-à-vis des autorités de la transition. Par conséquent, la décision risque de ne pas être impartiale. Et votre dernier mot, mon dernier mot, c'est que on a raté pas mal de poches, comme Jamel parlait du fait qu'on doit tous s'asseoir et puis parler. Il y a eu le dialogue national intermalien tout récemment. Au même moment, des responsables politiques majeurs étaient en prison. C'est vrai. Au même moment, ceux qui ont les fusils ont été écartés de ces dialogues. Parce qu'ils ont violé la suspension des activités politiques. Non, ils n'ont pas violé. Ils ont été relâchés. Ils étaient dans un domicile de quelqu'un d'entre eux. Donc, le décret de subvention des activités ne disait pas qu'il ne fallait pas se retrouver dans une concession. Donc, la preuve, ils ont été libérés. Donc, par la suite. Donc, c'était une occasion pour que les Maliens se regardent face à face et puis parler, et puis d'une seule et même voix pour défendre le Mali. Donc, au même moment, des responsables de la société civile sont encagoulés, sont enlevés en pleine rue, d'autres sont en prison. Donc, du coup, c'est pendant cette transition qu'on a vu des gens fabriqués, disons traités d'apatrides, des sortes de Maliens fabriqués. D'un côté, les patriotes, d'autre côté, les apatrides. Donc, tout ça, ça ne favorise pas l'union sacrée autour des problèmes essentiels du Mali. Donc, il va falloir que les autorités revoient tout ça et s'ils veulent vraiment qu'on aille concrètement vers l'union sacrée. De l'autre côté, ce n'est pas par manque de propositions, parce que j'ai suivi le débat, mais avec un certain retrait de la scène politique malienne depuis 4 ans bientôt. C'est maintenant que je me réveille parce que mon histoire personnelle est liée à mars 91. Donc, je ne peux pas laisser passer cette dissolution des partis. Il y a le groupement politique EMK, Espoir Mali Kouroua, qui a fait rédiger à peu près 46 ou une centaine de propositions pour la sortie de crise du Mali et adressé aux autorités. Avec la proposition, je pourrais vous le faire envoyer. Nous l'envoyer. Vraiment instructif. Donc, il y a un besoin d'écoute évident que vous pouvez voir. Quelques secondes de votre dernier mot, puis l'aîné viendra. Je crois au génie malien et je pense qu'on sortira de cette crise par l'union sacrée des Maliens autour du Mali. Je ne cessais de le clamer, le Mali est notre destin commun. Le dialogue est la meilleure porte de sortie. Et j'ose espérer que les Maliens se retrouveront autour du Mali pour le Mali. Merci Thiambé. Non, je crois que l'essentiel a été dit. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est que l'expérience réussisse. Et je crois que ce qui a été fait au niveau du Mali, c'est important parce que la CEDEAO lui a presque coupé les vivres. On était dans des situations très difficiles au niveau du Mali. Le peuple malien a su faire de la résistance pour justement répondre à cette robustesse qui voulait l'amener dans le trou. Il est important aujourd'hui
que les Maliens puissent discuter, mais en fait, c'est d'abord le problème de la stabilité et de la lutte contre le terrorisme et le maintien de la souveraineté. Merci, professeur. Voilà. Si les décideurs maliens ont l'occasion de suivre cette émission, qu'ils comprennent qu'il y a un besoin d'écoute, un besoin de discussion, un besoin de dialogue, que tous les Maliens veulent contribuer à la refondation du Mali. Absolument. Et à l'édification du Mali nouveau, dont vous rêvez. Merci à vous en tout cas d'avoir participé à cette émission. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour a été consacré au Mali. Si vous voulez suivre à nouveau cette émission, allez sur www.nca-tv.com. Merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. Restez fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.